échiquier géant dont les humains sont les pièces. Et si vous n'étiez qu'un pion entre leurs mains, dans ce roman puissant porté par deux héroïnes exceptionnelles, Bernard Werber ajoute l'art de la stratégie à ses thèmes de prédilection pour nous entraîner dans une aventure contemporaine, fascinante et visionnaire. Donc moi je l'ai fini ce livre, et franchement il est pas mal du tout, j'ai bien aimé, enfin je l'ai lu super vite. Alors on va commencer. Hop là. Partie 1 de Petite fille méchante. Finalement, dans la vie, on est tout seul. Ça, je le sais, je le sens, je le comprends. Et c'est la raison pour laquelle il faut lutter pour être tout le temps entouré d'autres personnes. Tu es d'accord avec moi? Le visage tout près du grillage, Nicole O'Connor se tient devant une cage occupée par une petite souris blanche. J'imagine que toi aussi tu voudrais rencontrer des amis, des amoureux, des partenaires de jeu qui donneraient plus de sens à ton existence. Les grands yeux bleus turquoise de la jeune fille de 11 ans fixent les yeux rouges du timide rongeur. Sans parler du fait que, comme moi, tous tes congénères sont éloignés et que tu ne peux même pas communiquer avec eux. Elle a une moue désabusée. Le professeur de sciences naturelles m'a laissée toute seule dans la classe pour me punir parce que je ne voulais pas te tuer. La souris dresse les oreilles et l'extrémité de son museau frétille pour renifler l'immense masse de chair rose qui désormais l'intrigue. L'humaine s'approche encore et explique calmement la situation à la souris, comme si celle-ci pouvait la comprendre. Pour tout te dire, je devais t'ouvrir le corps avec un scalpel pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il nomme cela expérience de vivisection. Mais pour moi, ce n'est pas de la science, c'est juste un acte terrible qui consiste à massacrer un être innocent. Dire qu'on t'a fait naître uniquement pour ce sacrifice inutile. Elle secoue ses cheveux blonds alors que la souris semble de plus en plus intéressée. Comme j'ai refusé cette barbarie, le professeur n'a rien trouvé de mieux que de m'enfermer dans la classe vide durant la récréation pour que je réfléchisse à ma bêtise. Eh bien, je crois que je suis parvenue au bout de mes réflexions. Elle soupire longuement. En prenant conscience de ma bêtise, je me suis sentie précisément plus proche de vous, les bêtes. La jeune fille soulève alors le loquet, ouvre délicatement la porte de la cage et libère la souris. Celle-ci s'élance aussitôt et court partout dans la classe, puis après avoir exploré la pièce, se dirige vers une autre grande cage qui contient une multitude de souris. Tu veux être avec tes amis, c'est ça? Nicole O'Connor ouvre maintenant la grille derrière laquelle s'agitent toutes les petites prisonnières blanches. Les rongeurs sont ravis de retrouver la liberté. La jeune fille blonde ne s'arrête pas là. Avec une règle fine, elle appuie sur le pin de la serrure de la porte de la salle de classe où elle est pourtant censée rester enfermée. La voie est libre, les souris se précipitent par ce passage. Il y a désormais 640 souris qui courent partout dans le collège James Cook de Melbourne en Australie. De là où elle est, Nicole entend s'élever des premiers cris aigus féminins, rapidement suivis par des cris masculins à peine moins aigus. Nicole sourit et songe. C'est leur nombre qui leur permet d'effrayer les êtres beaucoup plus grands, plus lourds, plus puissants. Elle est fascinée par le chaos qu'elle a engendré. Les rongeurs galopent partout, goûtant enfin à une liberté dont ils ont été privés depuis leur naissance. Ils sont dans l'euphorie alors que les humains paniquent. Certains élèves se mettent debout sur des chaises, d'autres crient ou essaient de piétiner les souris avec leurs talons sans grand succès. C'est plus facile de tuer des animaux en cage que des animaux en liberté, n'est-ce pas? Naturellement, les 640 rongeurs libérés se regroupent pour former une meute compacte qui file dans les couloirs, provoquant la terreur des géants autour d'eux, dont ils ne voient que les jambes et les pieds. Même les professeurs sont surpris et effrayés. Des employés du service d'entretien accourent avec des balais pour tenter d'effrayer le phénomène, mais les souris blanches sont trop petites et trop rapides pour qu'ils parviennent à les attraper ou à les blesser. Nicole O'Connor sort tranquillement de la salle et avance dans le sillon laissé par sa meute de souris. Elle réalise que les élèves et les enseignants qui l'entourent paraissent avoir compris qu'elle était à l'origine de cette action et que désormais ils la respectent. Le professeur n'aurait pas dû me laisser
et deux garçons sont en train de frapper une fille en larmes recroquevillée sur le sol. Ses assaillants lui donnent des coups de pied. Elle pousse des gémissements de douleur. La situation semble ravir ses bourreaux. Sale Queen, on t'a vu embrasser l'autre fille. Tiens, prends ça. Monica McIntyre ne connaît pas cette adolescente, mais la scène lui est insupportable. Je déteste quand ils se mettent à plusieurs pour s'acharner sur un seul. Alors Monica, sans réfléchir plus longtemps, saisit un extincteur, s'avance vers le groupe et se met à asperger les 5 assaillants en visant tout particulièrement les yeux. Sous l'effet de surprise, ils abandonnent momentanément leur proie et recouverts de neige carbonique se tournent vers elle comme des zombies. Monica envoie une nouvelle giclée pour les faire renoncer à toute tentative d'approche. Mais un des garçons est parvenu à enlever la mousse blanche de son visage et fonce sur elle, les mains en avant. Monica projette instantanément l'extincteur de toutes ses forces dans l'entrejambe du garçon. Ce dernier pousse un hurlement, s'effondre par terre en se tordant de douleur et en se tenant le bas-ventre. Aussitôt, d'autres élèves surgissent de partout. Ils découvrent avec surprise la scène. 4 adolescents recouverts de neige carbonique, un garçon au sol, une fille en larmes et les cheveux en bataille. Le professeur de gymnastique accourt. Il rejoint le garçon qui grimace dans des râles sourds et essaie de l'aider à reprendre son souffle. Légèrement en retrait, debout, Monica McIntyre affiche un air complètement différent à la souffrance du garçon. « Vous êtes folle, rugit le professeur. » La jeune fille aux longs cheveux noirs soutient son regard de ses grands yeux gris brillants qui donnent à ses pupilles la lyre de 2 miroirs où se reflète l'image de son vis-à-vis. Elle se dit, cela ne sert à rien de s'expliquer. Cet adulte pense qu'il sait tout et que parce que je suis jeune, je ne sais rien. Alors que d'autres élèves se précipitent vers eux, Monica s'éloigne de ces gens dont le bruit et les gesticulations l'indisposent. L'agitation dérisoire de mes congénères est exaspérante. Monica s'isole dans les toilettes après avoir bien fait attention de fermer la porte derrière elle et s'assoit sur la lunette pour faire le point. Qu'il s'excite sans moi, je préfère rester tranquille, seule au calme. Je ne supporte plus tous ces imbéciles. Chapitre 3. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Après l'affaire des 604 souris libérées, des 640 souris libérées, Nicole O'Connor a été exclue du pensionnat James Cook de Melbourne. Elle a rejoint son père en Nouvelle-Galles du Sud, près de Peterborough, sur la côte australienne dans son ranch, le Rock, ainsi nommé en référence aux initiales de son propriétaire, Rupert O'Connor. Ils se sont installés dans le patio. Elle apprécie ce lieu. À droite, la vaste plaine du ranch, à gauche la colline et en face la falaise qui domine l'océan. Le professeur m'avait laissé seule dans la classe, explique l'adolescente. Le père consulte la note adressée par la directrice du pensionnat. En effet, c'était pour te punir d'avoir refusé de faire un exercice de biologie. Il me demandait de torturer une souris, dit Nicole avant d'ajouter. De toute façon, je ne supporte pas d'être seule. Tiens donc, et pourquoi cela? Quand personne ne s'intéresse à moi, j'ai l'impression que je n'existe plus. Le père soulève un sourcil. Tu n'existes plus, dis-tu. La jeune fille répète d'une voix forte en articulant exagérément. Je ne supporte pas d'être seule. Elle a un frisson rien qu'à se rappeler l'émotion qu'elle avait ressentie durant cet instant de solitude. Jamais, au grand jamais, je ne veux revivre ce cauchemar d'être abandonnée dans une pièce sans personne qui me regarde. J'ai besoin du regard des autres, j'ai besoin de l'odeur des autres, j'ai besoin d'être tout le temps avec des gens. Quel rapport avec la souris? Cette bête avait l'air de vivre la même chose que moi. Quand je l'ai libérée, j'ai pu résoudre ce désagrément. Pour elle comme pour moi, nous nous sommes remis à exister en retrouvant nos congénères. Rupert hoche la tête pour signifier qu'il peut entendre l'argument. Ce n'est pas bien de toujours vouloir être avec les autres, papa. Il tapote l'extrémité de son menton en signe d'intense réflexion. Certes, être sociable c'est bien, mais là j'ai l'impression que ton envie d'être entouré de gens t'a poussé à commettre un acte un peu disproportionné. Nicole O'Connor hausse les épaules, affligée d'avoir autant de difficultés à se faire comprendre. Tu penses que je suis agoraphobe, papa? Ah non, agoraphobe, c'est la peur d'être dans des espaces ouverts. À force, on a oublié son sens.
signifie soie et phobie qui signifie peur. Peut-être, mais en tout cas je ne crois pas. Pardon, j'ai sauté des lignes. Autophobe, j'aime bien ce mot. D'accord, je l'assume, c'est censé être une maladie, ça peut se soigner. Peut-être, mais en tout cas je ne crois pas que ce soit là par la punition ou la culpabilisation. Après avoir longuement regardé Nicole, son père éclate d'un grand rire tonitruant. Ah ça pas de doute, tu es bien ma fille. Il la serre fort dans ses bras. Je suis comme toi. J'aime les autres. Je veux être entourée par eux. J'ai besoin qu'il y ait tout le temps du mouvement autour de moi. Et moi non plus. Je n'aime pas être seule. D'ailleurs, je vais t'avouer quelque chose. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, je l'ai accompli uniquement grâce à ma volonté de croire dans la force du collectif et à mon mépris de l'individualisme. Nicole est ravie. Avec sa jolie robe blanche bordée de dentelle, elle semble toute petite et menue devant la stature imposante de son père, son large cou, son double menton et son ventre proéminent. Il fait chaud. Rupert tamponne avec un mouchoir son front ruisselant de sueur. Il sert à sa fille de la citronnade avant de se balancer sur son rocking chair. Il faut miser sur la quantité de gens qui agissent ensemble et non pas sur la qualité d'individus isolés. Il sort une boîte en ivoire et en nacre en extrait un cigare qu'il hume avant de le palper de ses doigts épais. Sur la boîte où est inscrit cigare Romeo et Julieta, La Havane, elle remarque une étiquette où figure le prix, 217 $ pièce. Il place ce produit de luxe dans une petite guillotine, tranche son extrémité et l'allume avec un minuscule lance-flamme. Tu as un bon fond, Niki. Je regrette que nous ne voyions pas plus souvent. Mais maintenant que tu as été renvoyé de ton collège, tu peux rester ici et suivre les cours par correspondance. Ça nous permettra de nous retrouver tous les deux. Il lâche une bouffée de fumée bleutée. De quelque chose qui a l'air mauvais peut sortir quelque chose de bon. Quoi qu'il en soit, je regrette de ne pas m'être davantage occupée de toi. Depuis la mort de ta mère, nous nous sommes éloignés, mais je compte me rattraper. Je te propose de rester ici et de te préparer à prendre ma succession au ranch tout en poursuivant des études. Nicole boit sa citronnade à petites gorgées. Elle perçoit un aboiement longtemps, bientôt suivi d'une multitude de bêlements. L'un des troupeaux rentre au ranch accompagné par un berger sur son cheval. L'homme est altier et en impose avec son costume similaire à celui des cow-boys du Far West américain, si ce n'est la pente en peau de serpent australien séché sur son chapeau. Un chien court à son côté. Nicole le reconnaît, c'est Mao, un border collie qui lui a été offert pour ses 4 ans. Mao est donc devenu gardien de troupeau. Au sifflement du berger, le chien rassemble les moutons pour former un groupe qui se stabilise face à eux, avant d'entrer dans un vaste enclos entouré d'un grillage électrifié. Regarde bien ces moutons, déclare le père. Voilà des meilleurs professeurs. Ensemble, ils développent une sorte d'intelligence collective qui surpasse la simple addition des intelligences individuelles. Leur force, c'est leur groupe. On appelle cela égrégore. Ce mot vient du latin egregius, qui a donné dans le langage courant l'instinct du troupeau qu'on nomme l'instinct grégaire. L'égrégore des moutons les rend très forts. En groupe, ils savent résoudre tous les problèmes. Ils n'ont peur de rien ni de personne, ce sont eux les plus forts. Ce sont eux la foule invisible. À l'horizon, les lueurs d'un soleil pourpre se reflètent joliment sur la laine des moutons.
je me suis perdue. Ah si, il bénéficie de tous les soins médicaux auxquels il n'aurait jamais accès naturellement. En fait, ces moutons ont trouvé la formule idéale pour avoir une vie tranquille. Ils se sont débrouillés pour que les humains travaillent pour eux. Nouveau rire paternel. Je n'avais jamais pensé avoir les choses sous cet angle, reconnaît l'adolescente. Il rallume son cigare et poursuit avec fierté. Eh bien maintenant tu connais le secret des moutons. Ils nous manipulent sans que la plupart d'entre nous en aient conscience. Et ils tirent leur pouvoir de l'intelligence collective. Chapitre 4. Du New York avec un décalage de 14 heures par rapport au ranch australien rock de Peterborough, la jeune Monica McIntyre commence sa journée. Elle est en compagnie de sa mère, Jessica, dans un décor totalement différent. Le métro souterrain de la tentaculaire cité américaine. Je ne supporte pas les lynchages et de manière plus générale, je déteste les groupes qui sont comme des meutes de loups s'acharnant sur ceux qui sont faibles et plus isolés. En fait, tu ne supportes pas les gens tout court. Je crois que dès qu'on est plus de deux, on est une bande d'abrutis. Et plus il y a de personnes autour de moi, plus je me sens oppressée par leur bêtise collective. Tu sais que ce genre d'aversion a un nom. Misanthrope. Non. Misanthrope, cela signifie qu'on éprouve simplement du dégoût à l'égard de ses semblables. Le mot qui correspond à ton cas est plutôt anthropophobe. C'est la hantise quasi maladive d'être avec d'autres gens. Cela vient du grec anthropos, qui signifie l'homme, et phobie, la peur. Merci pour l'information, j'assume, je suis anthropophobe. Le garçon que tu as frappé a vraiment eu très mal. Le proviseur m'a dit qu'il prenait en compte le fait que tu étais intervenu pour aider une fille qui était agressée et que c'était en quelque sorte de la légitime défense. Mais si cela se reproduit, il devra prendre des sanctions. Monica frotte ses yeux irrités par la lumière des néons. Le roulement du wagon produit un vacarme dans le tunnel. Les roues crissent lors du coup de frein aussi brusque que strident. Les portes automatiques s'ouvrent. Au début, Monica et sa mère étaient assises sur des strapontins, mais le nombre de voyageurs ne cessant d'augmenter à tous les arrêts, elles sont obligées de se lever. À chaque station, de nouveaux passagers entrent et remplissent un peu plus l'espace. Le wagon, tel un animal métallique, se coinfre de toujours plus d'humains. La densité passe d'un humain au mètre carré à 2. Nouveau crissement de frein, nouvelle secousse due à l'arrêt, nouvelle ouverture de porte, nouvelle entrée de passagers. Dans l'espace confiné, les gens sont maintenant si nombreux qu'elles se retrouvent à touche-touche avec plusieurs personnes. Monica a un tressaillement désagréable. Elle perçoit leur respiration près de ses oreilles. Serre-toi un peu plus sur la droite, lui conseille sa mère qui a compris le problème. Elles sont secouées dans les virages qui les poussent les uns contre les autres comme des poupées de chiffon. Nouvel arrêt, nouvelle entrée. Le nombre de passagers augmente encore et l'air se raréfie malgré la climatisation qui, elle aussi, a automatiquement accru sa puissance et son vacarme. Nouvel arrêt, nouvelle entrée. Il y a maintenant 3 humains au mètre carré. L'adolescente serre les mâchoires. Mais son supplice ne fait que commencer. Ils doivent être maintenant une cinquantaine rien que dans ce wagon.
ouverte tacite sur le bord des portes pour trancher tout ce qui dépasse. La seconde sonnerie, qui indique la fermeture des portes, retentit enfin. C'est un soulagement collectif qui se diffuse. Le métro peut repartir. Ils sont maintenant une centaine compressés dans cet espace clos. L'air est suffocant. L'idéal serait que tous les gens s'arrêtent de respirer, qu'ils se mettent en apnée dès qu'ils entrent dans le wagon pour ne pas produire cette atmosphère nauséabonde. Comme pour lui répondre, quelqu'un lâche une flatulence et tous se scrutent pour savoir lequel d'entre eux a osé. Un petit garçon éclate de rire alors que des adultes grimacent et se bouchent le nez. Mais déjà les secousses du métro font diversion. Nouvel arrêt, nouvelles entrées. Et la densité augmente encore pour passer à 5 humains au mètre carré. Monica a lu dans l'encyclopédie du savoir relatif et absolu du professeur Edmund Wells qu'à partir de 7 humains au mètre carré, il y a un risque d'asphyxie. L'article précisait que le maximum de densité enregistré était de 9 humains au mètre carré, ce qui correspond à peu près à 9 personnes dans une baignoire. Je dois sortir, déclare soudain Monica. Elle profite de l'arrêt suivant pour s'enfuir du wagon. Sa mère la suit, elle court pour remonter en surface. À l'extérieur, la jeune fille cherche de l'air frais. Désolée, ça doit être mon anthropophobie, murmure-t-elle. Il faut quand même aller au travail, Jessica. Elle ouvre son sac à main, fouille dedans un instant et en sort un comprimé de Valium. Sa fille l'absorbe sans eau, en déglutissant. Le tranquillisant fait rapidement effet et elle retrouve une respiration normale. Je ne veux plus prendre le métro, déclare Monica. Je n'ai pas de permis conduire, pas de voiture, et même si j'en avais une, ou si l'on prend un taxi à cette heure-ci, New York est tellement embouteillé qu'on n'avancerait pas. Je suis prête à me lever plus tôt, maman, même à 5 heures du matin s'il le faut. De toute façon, je n'ai pas les moyens de te payer un trajet quotidien en taxi. Je pourrais y aller en vélo, trop dangereux. Alors à pied, tout sauf revivre cet enfer. Et voilà. Je vais m'arrêter à ce chapitre.